Voilà, c'est lancé. Et Bonjour. bien Priscilla, je te laisse présenter nos amis Emmanuel et Yann, et puis l'angle du webinar. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Donc on retrouve notre ami Yann et bienvenue Emmanuel. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler de marketing digital. Donc je vais vous laisser quand même présenter rapidement l'agence et vous présenter Emmanuel également. Et Yann, je vais te laisser introduire ton déroulé, si tu veux bien. Avec plaisir, merci. Et je vous laisse commencer, allez-y. Merci beaucoup, Priscilla. Le combat commence. Pour présenter, oui, merci. En fait, de ce titre, sur le combat commence, parce que on le voit, à la fois tout change et rien ne change. Tout change parce qu'évidemment, l'environnement dans lequel nous sommes est totalement inédit. En e-commerce, rien ne change. On a regardé hier la journée, comment elle s'est passée. On s'est dit que le 11 serait un renouveau. Et en fait, il n'y a eu aucun changement. Même trafic sur les sites, même taux de transformation. On voit que le déconfinement ne s'est pas fait, en tout cas dans les mentalités, que les habitudes qu'on a pu prendre pendant l'espace de 2 mois continuent pour l'instant. Pour présenter très rapidement The Other Store, The Other Store a été créé maintenant il y a 12 ans, à un moment où l'e-commerce n'existait pas. Et comme l'e-commerce n'existait pas, on a proposé tout simplement aux marques de pouvoir gérer tous les métiers qui existaient, c'est-à-dire la logistique, c'est-à-dire la création du site, la génération de contenu, la génération de trafic, le service client. Et contre tous ces métiers, nous payons à la performance sur un pourcentage du chiffre d'affaires. Depuis, la société a considérablement évolué. On travaille sur un service à la carte avec en plus des nouveaux métiers comme les marketplaces, par exemple, et l'omnicanal. Et dans ce cadre, justement, Emmanuel nous a rejoint l'année dernière. Je te laisse te présenter, Emmanuel, pour plus de politesse. Ça marche. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Emmanuel Bagdonard. Donc, je suis directrice des opérations chez The Other Store depuis quelques mois, en effet. Et donc, à ce titre, je manage l'ensemble des équipes qui produisent la prestation au service de l'ensemble de nos marques partenaires. Donc, les équipes marketing, trafic, CRM, web design, service client et le suivi du prestataire logistique. Voilà, donc chaque jour, on produit la performance donc qu'évoquait Yann tout à l'heure et on gère le run des sites. Voilà. On vit donc maintenant une période totalement inédite, une période de crise évidemment faite pour tout à chacun, avec des changements qui sont incessants. Le premier changement a été évidemment après l'annonce d'Emmanuel Macron et après du Premier ministre de la fermeture des boutiques, et pour nous aussi la fermeture des points relais. Donc on avait mis en place une cellule d'urgence à ce moment-là pour modifier totalement les systèmes de logistique. Et puis depuis, on est sur ces changements à la fois imprévisibles et majeurs. Et donc on a observé chez The Other Store dans un premier temps une nouvelle organisation et aussi une nouvelle flexibilité qu'on a dû mettre en place et sur lequel on invite justement les marques de mode à pouvoir aussi évoluer. Puisqu'il y a des phases en fin de compte qui changent et qui peuvent se ressembler ou pas. Alors, je vais reprendre par exemple les phases qu'on a pu connaître ces 3 derniers mois. Dans un premier temps, la vente s'est écroulée. On avait tous pris ce choc dans la tête. Et donc, en e-commerce, alors qu'en soi, l'activité pouvait commencer, l'activité a baissé de 50% pendant 2 semaines. Et clairement, sur les réseaux sociaux, on voyait qu'acheter en e-commerce, c'était mal. C'était mettre les personnes en seconde ligne en danger. Et donc, ce danger était, et bien sûr, en fin de compte, inenvisageable. Et puis, au bout de 2 semaines, les habitudes ont changé. Et à ce moment-là, acheter en e-commerce, c'était plutôt bien pour se changer les esprits. On a vu sur les réseaux sociaux les discours qui pouvaient changer. On s'aperçoit que depuis hier, par exemple, c'est une nouvelle phase aussi qui peut se lancer. Il y avait quelques clientes qui faisaient la queue, par exemple, depuis les Zara. Et on a vu devant des Zara, et on a vu sur les réseaux sociaux un certain nombre de personnes qui les critiquaient en disant faire la queue chez Zara en ce moment, c'est mal, car là aussi, c'est dangereux. Eh bien, on peut aussi se poser la question dans combien de temps, combien de jours, combien de semaines, en fin de compte, on va aussi s'habituer à cette nouvelle donne. Et donc, pour s'habituer à ces changements, c'est une philosophie en fait qu'on a dans la boîte depuis des années, mais qu'on a accélérée. C'est-à-dire, on accélère les temps, on essaye d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus proactif. C'est évidemment aussi ce qui a été fait avec la fédération, par exemple avec ce fil Telegram et tous les webinaires que vous lancez jour après jour. Et donc, on baisse en fait les temps de diffusion. On est beaucoup plus dans du test and learn. On est très axé sur les besoins de nos clients qu'on interroge en permanence et sur la capacité des collaborateurs à pouvoir justement nous donner des nouvelles idées et les mettre en action.
Et il y a une équipe War Room qui est constamment là, de façon à pouvoir faire que la machine, en fin de compte, tourne et qu'elle soit très proactive et très efficace. Et ces changements qui sont majeurs, en plein de compte, ils s'affrontent aussi avec des oppositions de mentalité, où il y a encore une vision, on va dire, âge de pierre, pour être très désagréable, où les boutiques se disent, par exemple, pour certaines, je vais mettre des horaires pour mes retours. Parce que là, maintenant, mon environnement dans ma boutique, il est complexe. Donc, je veux bien que les gens ramènent des commandes e-commerce, mais ça sera des horaires bien précis. Comme si le client e-commerce n'était pas un client classique. Et donc, on doit le segmenter. Comme si l'e-commerce et la vente physique, justement, étaient dans deux écosystèmes différents. Alors qu'en fin de compte, il y a une nouvelle ère de l'e-commerce qui est en train d'arriver, puisqu'il y a un plafond de verre qui vient d'être cassé. 20% des clients qui achètent en ce moment sur les sites sont des personnes qui n'avaient jamais acheté avant, alors que l'e-commerce existe depuis maintenant 25 ans. Et donc, il y a une omnicanalité nouvelle qui est en train d'être créée et qu'il faut justement concevoir ensemble, puisque tout ce qu'on a pu imaginer depuis des années, tout est nouveau désormais. Et en même temps, il y a une continuité dans un certain nombre d'innovations qui ont pu être mises en place depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Donc, c'est cette nouvelle omnicanalité que je te laisse présenter justement, Emmanuel. Merci Yann. Alors moi, il y a un des points qui me frappe le plus pour démarrer, c'est que l'ensemble des retailers aujourd'hui, depuis hier concrètement, sont face à une espèce d'équation totalement impossible avec de la double ou de la triple contrainte, parce que à la fois il faut écouler un stock extrêmement conséquent puisqu'il s'est rien passé sur le stock physique depuis 2 mois, et en plus quand on parle de textile, un stock qui est déjà parfois démodé. Donc là on a déjà une problématique. Et en parallèle, pour écouler ce stock-là, faire venir un trafic qui va être extrêmement prudent et extrêmement frileux, dont on ne sait pas dire encore sa volumétrie, et un trafic qu'on sait en baisse depuis des années, puisque depuis des années, la problématique, c'est comment on fait pour faire revenir du trafic. Et ce trafic, il est vraiment très, très particulier. Je lisais je découvrais la nouvelle expression, on est passé du fear of missing out, donc le fameux FOMO, à du fear of going out, le FOGO. Donc là, on a en plus en face des consommateurs qu'il va falloir convaincre de venir. C'est pour ça qu'on communique énormément depuis hier et depuis le week-end dernier sur toutes les mesures de sécurité, etc. Et donc cette complexité de faire venir ce trafic, c'est qu'en même temps il va falloir le réguler. Ça n'a jamais existé. En fait, le rêve de tous les retailers, c'était comment on fait pour faire venir le maximum de monde, qu'il y ait une foule au moment des soldes, etc. Et donc là, il faut à la fois le faire venir pour qu'il achète évidemment, et en même temps le réguler au maximum pour permettre que la gestion du point de vente se fasse de la manière la plus fluide possible, et que surtout quelque part, on rentabilise ce temps en magasin, et que donc chaque minute que le client va passer dans le point de vente soit le plus possible consacré à la transaction. Alors que le propre d'un point de vente, c'est qu'on peut y passer, et que ça fait partie du plaisir du shopping, on peut y passer énormément de temps et qu'on va jamais nous dire dépêchez-vous et sortez. Et que en même temps, le parcours qui va être proposé au client va devenir tout sauf libre et impulsif, puisque on a des chemins tracés pour décider exactement où est-ce qu'on a le droit d'aller. Donc c'est tout ce paradoxe maximum de gérer des flux contraints et d'arriver à écouler quand même, tout en assurant bien évidemment de la sécurité de ses clients et de ses équipes de vente. Donc tout a absolument changé. Et au milieu de ça, en effet, on a en plus ces fameuses, si je rebondis sur le point de Yann, ces fameuses clientes web qui en fait ne sont pas des clientes web, qui sont bien des clientes tout court, donc qui sont attachées à une marque, qui sont attachées à des produits, et qui, à un moment donné, pendant une période déterminée, ont choisi probablement d'acheter en ligne et recommenceront, mais qu'il faut traiter exactement de la même façon et surtout pas leur complexifier leur propre parcours. Donc pour tout ça, pour cette espèce d'équation impossible, le point positif, c'est que le digital a capacité à aider énormément, à la fois nativement par ce qui va être proposé sur les sites, et avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qu'on a capacité à déployer en digital pour aider à réguler et optimiser ce flux magasin. Donc d'abord, ce qui va être très notable et qu'on a vu se développer dans les derniers jours, c'est le lien avec les équipes de vente. Donc les équipes de vente qui n'ont naturellement
pas pu garder ce lien et ce contact client, alors que c'est intrinsèquement ce qui fait le sel et le plaisir du point de vente. Donc maintenant, on a à disposition des solutions pour créer du live stream avec les clientes et vendre à distance, ou en tout cas conseiller à distance, et faire qu'au final, encore une fois, une partie de ce qui se passait en magasin puisse être déportée sur un flux digital, pour qu'il ne reste plus que la partie transactionnelle sur le point de vente. Donc on l'a beaucoup vu en beauté, par exemple, avec la proposition de faire des diagnostics de peau à distance, par exemple, pour le soin, mais c'est évidemment également possible en mode et très adapté à la mode et au textile, parce que les vendeuses qui sont plutôt très à l'aise habituellement pour silhouetter et mixer les produits et conseiller les clientes peuvent aussi le faire à distance, faire une présélection dans la collection, la montrer en vidéo, et du coup aider beaucoup plus les clientes à préparer la visite et à compenser le fait qu'elles auront beaucoup moins capacité à se promener librement dans le magasin, à toucher les vêtements et à les assortir elles-mêmes. Le lien avec les équipes de vente va se faire aussi en poussant et en développant encore plus la dimension relationnelle, donc vraiment, même en dehors du conseil, mais vraiment ce lien individuel qui va être créé, alors qu'on va voir en particulier, il y a des enseignes qui sont très nativement fortes sur cet axe-là, et donc sur cette dimension de lien individuel et relationnel. Alors on voit souvent naturellement plus sur les boutiques provinces que sur les boutiques parisiennes, parce que beaucoup plus de turnover, etc. Mais en tout cas, le lien qu'on peut aller créer et qu'on peut aller diffuser via les réseaux sociaux et via les contenus organiques de la marque sur les réseaux sociaux va être également très important. Ça, on l'a beaucoup vu développé pendant le temps de confinement, où il y avait énormément de contenu relationnel, non plus de contenu transactionnel ou uniquement produit. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour nous est à pérenniser et à continuer à développer, pour que le digital soit également un levier de relation. Bien évidemment, d'un point de vue plus pragmatique, la mise à jour des horaires des boutiques, des actualités sur Google Maps est juste incontournable, surtout quand on sait que probablement les horaires des magasins vont être un peu réduits aussi pour des complexités de disponibilité des équipes de vente par rapport à la garde des enfants, à la reprise des écoles, etc. Donc du coup, l'adaptation des horaires en dehors des créneaux habituels va être très importante à communiquer. Et le dernier point, c'est évidemment la possibilité de réserver des créneaux dans son magasin, soit pour aller jusqu'à la privatisation du magasin en dehors des horaires de vente. Certaines enseignes commencent à mettre en place ce levier-là pour faire des soirées ou en tout cas réserver des créneaux spécifiques. Et donc ça permet également là aussi de réguler beaucoup plus facilement les flux. En termes de fonctionnalité pure également, on a pu voir des enseignes. Alors c'est plus facile sur les enseignes qui vont être dans des retail parks en particulier, avec un parking à disposition. Mais la logique de drive-in par exemple qui se développe également. On l'a vu chez Kiabi de mémoire, qui évidemment a des points de vente qui facilitent donc par leur emplacement cette fonctionnalité-là. Mais du coup la capacité à rester sur le parking et à avoir du coup un vendeur qui vient amener le colis déjà préparé, la sélection déjà faite directement sur le parking grâce à la commande qui a été faite en ligne. Et l'autre levier également, qui d'un point de vue strictement technique, c'est toutes les possibilités de paiement sans contact, qui là aussi favorisent là pour le coup la sécurité, la non-diffusion du virus. L'autre point qui va être extrêmement important, c'est le sujet de la transformation de l'expérience en magasin. C'est vrai que ce qu'on constate, c'est que le parcours est désormais extrêmement balisé, évidemment, pour éviter les clients qui vont se croiser sur le point de vente. Et donc, on va avoir un merch point de vente qui est complètement bouleversé, puisque le propre du merch en mode en particulier, c'est d'amener la cliente à tout un tas d'accidents de parcours pour qu'elle soit de plus en plus dans un parcours d'impulsion, et que là, à l'inverse, on est obligé de l'aborder extrêmement.
et que du coup, la plupart du temps, on va la faire passer beaucoup plus sur les muraux que sur le central. Et donc, la notion de showrooming va être extrêmement important. Donc, il y a un sujet qui est vraiment très magasin, c'est comment on met encore plus en scène, même si on ne peut plus faire circuler strictement. Mais pour ce point-là, le digital a un rôle important de complémentarité et entre autres, on peut pousser encore davantage, on l'a sur un certain nombre de nos sites, donc tous les contenus vidéo et donc le mode défilé et le mode donc mise en situation live des produits qui permet d'aller là aussi donner un complément dans la préparation de visite en magasin via le passage sur le site et du coup de compenser un petit peu ce parcours extrêmement contraint sur le point de vente. Et le dernier point, alors qui n'est pas nouveau, mais qui à mon avis aujourd'hui est un vrai challenge à encore développer très très rapidement, c'est que on constate dans toutes les enquêtes qui ont été menées ces derniers jours que l'accélération des tendances structurelles de consommation vers une consommation à la fois plus raisonnée, plus attentive au sourcing des produits par exemple, au mode de fabrication, va être extrêmement important et extrêmement clé. Et là aussi, le digital, et en particulier le carrefour d'audience que représentent les sites marchands, mais pas que, du coup les sites de marque au global, est un vrai challenge et il y a un vrai virage à faire et un développement très conséquent à faire en termes de contenu et entre autres tout ce qui va être la mention de l'origine des produits, du mode de fabrication, du savoir-faire, des détails matières dans les fiches produits. Donc dans des contenus très fonctionnels et très presque techniques, va être extrêmement important pour que du coup les marques arrivent à donner le maximum d'informations et à diffuser le maximum d'informations aux consommateurs qui vont en faire un élément clé de la transaction aujourd'hui et donc favoriser la transformation la plus immédiate possible sur ces points de vente de plus en plus contraints. Voilà, c'était le panorama assez rapide que je voulais faire sur toute la capacité du digital à aider et à développer cette dimension omnicanale et à être vraiment au service d'un parcours omnicanal et au service des magasins qui aujourd'hui en ce moment sont un peu temporairement contraints et obligés de réinventer et leur parcours et leur capacité à mettre en avant les produits. Et donc c'est un vrai sujet, un vrai enjeu d'utiliser le digital pour ça et non pas vraiment surtout, et je réinsiste là-dessus, comme le disait Yann tout à l'heure, et non pas basculer dans cette séparation de la cliente web et de la cliente physique. Donc il faut vraiment la considérer comme une cliente au sens large et utiliser tous les leviers à disposition dans ce contexte un peu particulier. Voilà. D'autant plus que cette dichotomie, souvent on l'a vu sous l'angle du service. Donc on devait éviter de séparer les deux, on devait faire plus d'omnicanalité parce qu'on voulait augmenter le panier moyen, parce qu'on voulait donner plus de services, ainsi de suite. Désormais, on n'est plus dans ce paradigme. On n'est plus dans je vais donner plus de services, on est dans la survie. On est dans je ne veux pas mettre ma santé en danger. Donc les marques qui n'arriveront pas à mettre en place cette nouvelle omnicanalité, avec du showrooming, avec ce service protecteur, avec ce parcours client réinventé, avec ce virtuel qui se mélange avec ce réel, vont simplement mourir. Parce que là, on n'est plus dans je propose moins de services, on est dans tu me mets en danger. Et personne n'oubliera les marques qui ont mis les clients en danger. Là, les marques le paieront nécessairement. Donc cette nouvelle omnicanalité devient une obligation, en fin de compte, pour non seulement vivre la crise économique qu'on va avoir, mais aussi le changement de mentalité majeur qui va exister. Et ces changements se font, mais sur d'autres périmètres que je n'aurais personnellement jamais imaginé, au moins à cette vitesse. Je prends une anecdote en fin de compte beaucoup plus légère, qui est les enfants de la télé. J'ai pu voir les enfants de la télé là, ces dernières semaines, qui en fin de compte est devenu les enfants de TikTok. C'est-à-dire c'est Arthur qui invitait Franck Dubosc et ses autres acolytes, mais tout le monde était à la maison, personne n'était coiffé, maquillé. Donc là, il y avait une réalité qui était assez drôle, en fin de compte, assez sympathique. Et c'était plus de la télé dont on parlait plus des émissions de télé qu'on avait pu voir il y a 10-20 ans, on parlait de ce qu'on avait vu la veille, l'avant-veille, et c'était sur TikTok. Donc un changement d'image, on accepte de faire quelque chose, une image sale, entre guillemets,
sans être désagréable évidemment avec les animateurs et présentateurs, et très rapide, très réactif, très efficace. Et là aussi, toutes ces images léchées que travaillent les marques depuis des années, là, elles ont pu aussi évoluer. Par exemple, Jacques Mus a pu faire un shooting en FaceTime, évidemment avec Bella Hadid, mais l'image, évidemment, en fin de compte, n'est pas aussi qualitative que ce qu'on pourrait avoir avec d'autres appareils photo et d'autres ambiances de studio qui peuvent être créées. Et là, Eva Longoria pour L'Oréal accepte de devenir quasiment une vendeuse à distance qui montre comment elle a pu avoir des mèches et comment est-ce qu'elle va faire, elle va gérer son L'Oréal. C'était inimaginable il y a aussi en fin de compte quelques semaines. Zara demande à ses mannequins de se prendre en photo chez elle. Voilà. Comme en fin de compte n'importe quelle utilisatrice qui fait de l'UGC à la maison, ça y est, on a passé un cap où on accepte de faire pour être plus rapide, pour être plus efficace, de faire moins léché. Voilà. Ces réseaux sociaux aussi ont considérablement évolué parce que le live, l'Insta Live, qui était un truc qui n'a jamais fonctionné, en fin de compte, là, ça y est, ça explose. Il y en a en permanence, soit pour apprendre, justement, comme on peut le faire aussi en ce moment, soit pour faire de sa gym. Et ça y est, on vit en fin de compte avec Insta Live en permanence. Le virtuel et le réel, là aussi, se mélangent. Et ce TikTok dont je parlais tout à l'heure, c'est un réseau social qui rentrait plutôt sur la génération Z. Là, maintenant, il insuffle tous les différents canaux. Et on peut aussi acheter grâce à TikTok. Les marques, en fin de compte, se sont peu utilisées de ce réseau social. Elles vont devoir l'apprendre aussi à la vitesse grand V, de façon justement à ne pas avoir l'air de marque désuète désormais. Ce TikTok change aussi le paradigme parce que on voyait sur Instagram comment les stars se prenaient en photo et on voulait s'habiller comme elles. C'est ce qui fait le succès aussi de toutes ces marques digitales, la marque de Caroline Receveur-Rec, Musier, ainsi de suite. Et bien là, avec TikTok, je copie aussi avec les paroles en fin des autres et je me mets en scène. Et c'est là où on voit aussi comment les influenceurs modifient notre vie, on joue à l'influenceur, on devient nous-mêmes influenceurs en le faisant. Et il y a ce mélange des genres permanents qui continue de s'accélérer, avec des comportements en plus qui vont totalement changer. La segmentation qu'on pouvait avoir depuis des années, assez linéaire, on mettait des segments, en fin de compte, lesquels prendre maintenant des critères d'âge. J'ai plus de 65 ans, je peux peut-être moins sortir. J'ai peur du Covid, je n'ai pas peur du Covid, je suis ado. Tout cela a évolué. Comment est-ce qu'il faut recréer sa segmentation client? Évidemment, pour le faire, c'est de l'intuition, c'est du talent, c'est aussi du sondage, quali-quanti, avec tous ces clients qu'il faut interroger pour le co-construire avec eux. Je reviens sur ce point justement très juste que donnait Emmanuel sur le site est une caisse de résonance. Le client, évidemment, veut du contenu sympa. Alors pourquoi il veut du contenu sympa? Parce que le taux de transfo sur un site, c'est à peine 2%. On l'a vu, c'est 2% maintenant quand le trafic est ultra qualifié. C'est-à-dire quand les gens qui viennent sur un site ne le font pas de l'omnicanal parce qu'ils ne pouvaient faire que de l'e-commerce. Et quand on a justement une volonté de se faire livrer très forte parce que, en fin de compte, beaucoup d'entre nous se disaient c'est pas bien de le faire en ce moment. Donc le trafic était ultra qualifié. Et pourtant, on ne faisait que 2% de transfo. Normal, tous les sens n'y sont pas, à contrario de ce qu'on peut avoir en boutique. Eh bien, la cliente veut aussi du contenu sympa, comme de la vidéo, pour retrouver ces différents sens. Et donc, cette vidéo qui est insufflée aussi de petit à petit dans les sites va augmenter considérablement maintenant. Et comme on va accepter du contenu moins léché, on va accepter de faire plus de contenu, donc plus de vidéos sur plus de fiches produits. Avec l'obligation en plus de donner cette responsabilité dont parlait Emmanuel, on le voit sur le site par exemple de Parisienne et alors, où Laurie Tillman montre cette mode plus éthique et plus responsable qu'elle veut promulguer. Enfin, il y a ces points d'e-marketing. On sait maintenant le meilleur taux de retour sur investissement qu'on n'a jamais eu en fait en e-marketing digital, c'est 26. On a un retour, un ROI de 26 ces dernières semaines parce que trafic très qualifié, beaucoup moins d'investissement et on sait que pour 1 euro investi, on peut récolter 26 euros de chiffre d'affaires. Il est descendu à 17 à partir du moment où on a commencé à rajouter d'autres canaux, justement plus de notoriété. Normalement, de façon tendancielle, il va passer à 3,5. Donc les coûts et l'équation ne doivent plus être du tout la même et c'est pour ça que le combat commence parce qu'on doit mettre en place plus de services. Les coûts en e-marketing vont désormais exploser et les coûts en boutique aussi vont augmenter. Donc là, l'équation n'est plus du tout la même et donc le vrai combat va commencer parce qu'on était dans une période de confinement où on était encore protégé parce que soit on ne pouvait rien faire,
soit on avait un terrain en e-commerce qui était simplement idéal, entre guillemets, sans aucune vision bien sûr clinique des choses. Maintenant, on a un point plutôt où tous les coûts vont augmenter. Et donc, comment est-ce qu'on va devoir gérer cette nouvelle équation économique? Eh bien, pour le faire, en fin de compte, les solutions sont en fait assez claires. Déjà, c'est une grande efficacité parce qu'on doit mieux gérer la data. Les visites en boutique étant diminuées, l'émotionnel qui est en boutique et qui permet de faciliter la vente doit être facilité, par exemple, comme on peut le voir sur MyCrim, avec des questionnaires qui permettent de bien connaître sa cliente. La data permet de mieux connaître les gens et cette connaissance permet de diminuer les coûts d'acquisition. Donc, la data devient une priorité. Et après, c'est de pouvoir réenclencher tout de suite sur les changements majeurs qui vont être effectués aussi avec la techno. Et je vais en prendre simplement 2. Il y en aurait d'autres encore, mais je vais en prendre juste 2. La première, c'est l'arrivée de la 5G. L'arrivée de la 5G, on en parle un peu sur les réseaux sociaux plutôt complotistes. Je ne rentrerai évidemment pas là-dedans, mais c'est aussi derrière la capacité de faire, plus de live, puisque un débit qui est plus important, mais c'est surtout plus de réalité virtuelle. Et tout ce virtuel et réel qui s'hybride en ce moment, on va être capable de passer un nouveau cap aussi avec cette réalité virtuelle qui va arriver très vite. La 5G, là, ça y est, c'est à partir de septembre en France. Ces visios qu'on a pu avoir avec le médecin en ce moment, on va les faire beaucoup plus facilement. Et avec la data qu'on aura pu récupérer, les collaborateurs aussi pourront mieux s'occuper de ses clients. Et comme on aura plus de data, on aura aussi plus d'intelligence artificielle. Et comme la 5G permet d'avoir un cloud aussi plus efficace, l'intelligence artificielle aussi devient aussi plus efficiente. Et enfin, dans ce besoin derrière de responsabilité des marques et donc de qualité de la provenance, la blockchain aussi peut accompagner les marques. Pourquoi? Parce que grâce à la blockchain, on arrive à mieux connaître la provenance des produits, on arrive à donc faciliter la sécurité de cet approvisionnement. Et comme tout est automatisé, c'est aussi plus de flexibilité pour les marques pour cette mise en place. Donc les challenges sont très importants, plus de coûts, plus de services, équation économique quasiment impossible, et en même temps beaucoup d'opportunités. Et donc c'est là où le combat véritablement commence maintenant, parce que ça y est, l'accélération du temps est forte. Ça y est, on va avoir maintenant, en fin de compte, une nouvelle équation à construire, et désormais, ce qu'on attendait dans 3, 4, 5 ans va arriver d'ici Noël. Donc comment est-ce qu'on fait? On se fait accompagner, comment est-ce qu'on réduit justement son temps de mise en place pour pouvoir réussir finalement à avoir ce challenge qui est comment j'arrive à avoir une marque du 21e siècle, ça y est, à Noël. C'est le challenge, en fin de compte, pour toutes les marques maintenant. Merci beaucoup. Mathias, Priscilla. Ouais. Vas-y, Priscilla, je te laisse la parole. Merci Yann. Merci Emmanuel. Alors, est-ce que vous avez des questions parmi nos participants peut-être? On va commencer par les questions. J'ai pas regardé. Non, il n'y en a pas sur le chat. Au cas où, moi j'en ai une à vous poser. J'attaque avec ma question. Tu parlais beaucoup de l'interaction avec le client qui s'est énormément amplifiée pendant la crise. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu. Moi, j'ai beaucoup vu de marques, surtout des DNVB, qui faisaient des sondages sur quels sont les modèles préférés, qu'est-ce qu'ils attendent de la marque, quels sont les tissus que les gens ont beaucoup aimés. Est-ce qu'il y a des best practices qui vous ont sauté aux yeux dans ce type de conversation? Et jusqu'où on peut aller aussi? C'était aussi ma question. C'est-à-dire qu'il y avait le confinement et les gens étaient chez eux et on va dire qu'ils étaient très captifs, très disponibles pour ouvrir des discussions. Jusqu'où une marque peut aller, c'est la reprise, etc. Enfin bon, voilà, toutes ces questions. Je me lance, Emmanuel, je te laisse compléter. Non, vas-y. Je pense qu'en fait, on n'a pas eu besoin d'attendre la crise pour comprendre ce qu'on pouvait faire. Et Asphalt, par exemple, montre un bel exemple. D'accord. Et comme je veux te faire un produit parfait, j'ai envie de le créer. J'ai plein d'idées, j'ai plein de volontés en tant que marque. Mais je vais t'interroger sur aussi pour toi, c'est quoi le produit parfait? Et donc, je vais te proposer une forme de QCM. C'est quoi la bonne taille? C'est quoi selon toi le bon prix? C'est quoi selon toi les bonnes couleurs? Et grâce à ce questionnaire, j'arrive à avoir
un ou plusieurs envies majeures qui vont, qui vont être créées et je peux lancer ma prod par la suite. Donc, la crise, en fin de compte, là, on n'est que dans une forme de continuité pour une marque comme Asphalt. Et c'est duré. Et le timing, en fin de compte, n'est pas très important aussi pour elle, puisqu'elle produit, en fait, 3 mois après. Donc maintenant, pour Asphalt, avant, après, évidemment, tout a changé parce que son quotidien aussi est différent, mais elle peut continuer avec les mêmes armes. Pour toutes les marques, maintenant, c'est de se dire, là, ça y est, la temporalité n'est plus la même, la saisonnalité ne va plus être la même, mes stocks, je ne peux plus les gérer en fait tous les 6 mois parce que quand une catastrophe comme celle-là arrive, ça fout tout en l'air. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir le mettre en place? Donc, Asphalt, pour moi, est une bonne best practice qui ne date pas, par contre, de la crise, qui, en fin de compte, a commencé maintenant il y a plusieurs saisons. Ok. D'accord, merci. Ouais, je compléterai juste par le fait qu'il y a capacité à aller continuer dans cette direction-là, même au-delà du produit. Là, j'avais en tête en termes d'exemple Oh My Cream, donc des NVB en théorie, donc maintenant avec des points de vente, qui a envoyé un questionnaire, donc je regardais, c'était le 6 mai, donc semaine dernière, pour demander à ses clientes et à sa base qu'est-ce qu'elle souhaitait comme nouveau service à la réouverture, justement parce qu'il y avait la réflexion entre eux, est-ce que vous voulez de la consultation visio, est-ce que vous voulez du click and collect, etc. Et donc avec vraiment l'implication de la communauté, y compris sur comment est-ce qu'on réengage une dimension physique dans la marque au niveau des points de vente. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment la capacité à aller continuer à déployer un lien relationnel sur vraiment l'ensemble de l'expérience, pas seulement les produits, mais aussi voilà comment on réagit, qu'est-ce que vous attendez de nous dans ce contexte très particulier. Et donc voilà, cette enquête, elle date du 6 mai et ce week-end, juste avant réouverture, hop, on annonce nouvelle communication qui annonce que suite à la discussion qu'on a eue avec notre communauté, on décide de lancer les 2 services. Voilà, et donc cette étape-là, en fait, elle est aussi, je trouve, particulièrement, j'allais dire maligne, mais non, au-delà de ça, intelligente, je trouve, parce qu'on continue à utiliser toutes les opportunités pour créer du lien, engager et surengager sa communauté. Et on revient aussi sur le sens où le mot marketing est souvent un mot tabou dans le luxe et la mode. Et donc, on avance du produit. On vend du produit, on est des créateurs. Or, en fin de compte, il faut savoir toujours mêler les deux. Évidemment, la création est sans doute encore plus importante maintenant. Et je crois que c'est elles qui permettront clairement aux marques de pouvoir passer cette étape. Et en même temps, c'est là comment les marques digitales nous ont montré l'exemple. C'est en co-construisant aussi avec son client, en comprenant aussi les besoins, justement, intrinsèques de la société, de ces changements majeurs, dans la responsabilité, dans les réseaux sociaux, qu'on va pouvoir créer une nouvelle façon de faire des marques. C'est ce nouveau but, justement, qui s'accélère maintenant. Il y avait une question de Valérie Duré pour toi, Emmanuel, sur les changements de merchandising en boutique. Est-ce que vous pouvez revenir dessus sur les changements majeurs dans ce parcours client contraint? Moi, l'exemple que j'ai en tête, parce que pour le coup, c'est une enseigne que je connais bien, mais j'ai vu par exemple, alors ça devait être sur LinkedIn justement, une vidéo des vendeuses d'un magasin Camailleux, donc qui montrait, qui avait la fierté de montrer comment leur magasin était prêt à réouvrir et donc tout ce qui avait été mis en place en termes de parcours et du coup avec un parcours extrêmement fléché, donc avec du marquage au sol qui du coup contraint la cliente. Et qui, pour éviter donc de se croiser, faisait passer systématiquement sur les mureaux, donc aller jusqu'en cabine potentiellement ouverte ou pas avec une sur deux, repasser sur les mureaux à nouveau côté gauche. Et donc du coup, on a un central qui d'habitude est quand même extrêmement vecteur de chiffre d'affaires dans la mode et qui crée du volume d'écoulement, qui est paradoxalement assez mis de côté ou abandonné ou en tout cas sur lequel on circule beaucoup moins facilement. Et donc c'est vrai que c'est un paradoxe incroyable de se dire que le merch, qui est un élément constitutif de l'expérience magasin, de la valorisation du produit, de la mise en scène, du coup, par l'obligation d'avoir ces parcours très, très, très normés qui empêchent la circulation, en tout cas qui sécurisent la circulation,
Du coup, c'est un moyen et un levier qui a beaucoup moins de capacité à être utilisé. Donc, c'est vrai que ce qu'on peut imaginer du coup, c'est peut-être probablement utiliser le central beaucoup plus pour mettre en scène les produits. Donc, c'est du silhouetting, c'est des mannequins, etc. Encore faut-il que le magasin ait la capacité physique à le faire, le matériel, etc., etc. Bon, après, ça peut se faire de façon un petit peu plus tactique, ne serait-ce qu'en silhouettant en facing, mais c'est pour ça que le digital et la mise en scène et l'exploitation au maximum de la mise en scène sur le digital, du silhouetting et d'un merchandising qu'on va essayer de faire ressembler, alors, c'est toujours compliqué, mais de faire ressembler le plus possible à un merchandising magasin, beaucoup plus d'impulsion et d'inspiration va être assez clé. Et je complète sur, on connaît depuis plusieurs dizaines d'années des parcours clients contraints qu'on adore. Ça s'appelle Ikea. Oui, On fait des kilomètres pour passer des heures, pour manger certes des boulettes de viande, pas cher, mais par contre, on fait tout un parcours qui nous oblige à acheter 50% de plus. Voilà. Et d'acheter donc plein de choses totalement inutiles en tant que telles. On n'avait pas du tout prévu de le faire. Quand on rentre sur un site e-commerce, en général, on a justement cette vision très utilitaire. Je veux tel produit, je le cherche, je l'achète. Donc, on a en fin de compte sur l'e-commerce un taux de transfert qui est plus faible parce qu'on n'a pas ce changement de biais cognitif qu'on peut avoir justement chez Ikea. Donc, le challenge de CMAR, c'est comment, à l'inverse de l'immense liberté qu'on laissait dans les magasins pour l'instant, on peut créer ces parcours contraints qui vont être fun, qui vont justement permettre de se laisser aller, de recréer une nouvelle expérience avec une sécurité qui nous protège. Parce que cette sécurité qu'on va mettre pour tout à chacun, en fin de compte, va nous mettre aussi dans un cocon. Donc, c'est là où les marques vont réussir à faire un merchandising soit protecteur, soit au contraire, justement, soit protecteur, mais aussi désirable, je veux dire. Il y avait une question sur la com. Pendant 2 mois, on a eu beaucoup d'infos négatives, des comptes VTC, etc., sur des sujets évidemment vitaux. Comment voyez-vous la reprise d'une com sur des produits achats superficiels plaisir? Alors, je commence sur 80% de la communication ces dernières semaines n'ont été que sur le Covid. Donc, tous les journaux, toutes les radios, tout était tourné autour du Covid. Donc, il ne restait plus que 20% pour les autres annonces aussi anxiogènes, qui peuvent être les guerres, etc. Et donc, il n'y restait plus rien du tout, en fin de compte, pour tous ces points plaisir, en fin de compte, qui nous ont… Alors, on les a trouvés ailleurs. On va se leurrer quand on fait un Insta Live pour faire du sport. C'est un vrai moment de plaisir, en fin de compte, qu'on fait à son corps. Voilà. Et tous ces moments d'apprentissage qu'on peut avoir, comme par exemple dans les webinaires comme maintenant, ce sont des moments où aussi on fait travailler son esprit. Donc, il y a déjà, en fin de compte, une vraie reprise de la com qui a été faite avec une action, par contre, très volontaire. C'est-à-dire, volontairement, je vais sur l'Insta Live. Volontairement, je vais sur le webinaire. Et donc, pour moi, la vraie reprise de la com se fait non pas avec des 4x3 qu'on balance partout, qui vont sembler insupportables parce que justement, ils sont imposés. Et dans cette capacité à créer des challenges, à créer de l'interaction avec ses clients, c'est les clients qui eux-mêmes vont avoir envie d'aller chercher ces produits, ces achats, ces communications plaisir. Et à nous d'être assez séducteurs que les personnes aient envie de venir vers nous. Et donc, pour ça, c'est de l'intelligence, c'est du partage. Manuel, tu veux peut-être compléter? Non, c'était très clair. Priscilla, Mathias, d'autres questions peut-être? Moi, du coup, j'avais une question sur des marques qui sont effectivement pas forcément, qui n'avaient pas forcément un ADN très digital ou une communication très proche avec ses clients. Du coup, là, clairement, c'est quand même 2 axes qu'il faut privilégier sur ces prochains chantiers. Mais ça, je dirais, ce côté digital ou cette relation de proximité avec son client, elle n'est pas comme ça du jour au lendemain. Même si tu disais que le marketing peut être un espèce de gros mot dans le secteur, là, des gens qui switcheraient trop vite peut avoir aussi je dirais
une attitude peut-être un peu fake ou ce genre de choses, quoi. Alors, tu as totalement raison, c'est-à-dire, si une marque change son ADN, une marque n'est pas dans la continuité, on va voir que c'est opportuniste. Et là aussi, Il n'empêche que le digital alors, la relation client, c'est encore un autre point, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le digital, enfin, et on l'a vu là sur cette crise sanitaire, est quand même un point clé. Et l'omnicanalité, entre guillemets, est aujourd'hui quasiment devenu un standard. alors, le standard, il est plus ou moins appliqué. On s'aperçoit la gestion des stocks unifiés, la capacité de faire des retours en boutique et des basiques sont loin d'être implantés de façon majoritaire au sein des marques. Mais pour revenir sur la continuité et la transformation qu'il y a pu y avoir aussi ces dernières semaines, je pense qu'on peut citer par exemple Deptio, qui est une marque qu'on a la chance d'accompagner depuis plusieurs années et qui a eu toujours un beau succès sur le digital. Et il y a une nouvelle étape qu'ils ont pu faire, et ils l'ont fait en fin de compte avec une vraie accélération de la communication, beaucoup plus de challenges, beaucoup plus d'interactions avec leurs clients, une capacité aussi d'avoir des newsletters très informatives, et ils ont su aussi tout de suite prendre justement cette transformation justement pour avoir aussi cette communication sécuritaire qui n'était pas du tout sanitaire, je veux dire, qui n'était pas du tout envisagée en fin de compte il y a quelques semaines. Et donc cette marque s'est transformée, mais dans la continuité. C'est-à-dire, elle a toujours travaillé sur la douceur, elle a toujours travaillé sur cette capacité d'accueil en boutique et sur cette proximité qu'elle a très forte avec ses clients. Et elle l'a amplifié de façon considérable à son digital. Avec des succès, on l'a vu en fait avec Emmanuel, en termes de croissance qui sont très étonnants. C'est une des plus beaux succès en fait qu'on a pu voir justement ces derniers temps. C'est un quasi cas d'école justement à présenter si la marque souhaite le présenter un jour parce que c'est une réussite absolue. On peut le voir en fin de compte dans justement cette continuité qu'elle a pu avoir en faisant du marketing mais sans jamais en fin de compte le faire de façon artificielle. D'accord. Vous avez d'autres exemples, Emmanuel, peut-être Maison A23 ? Oui, il y a des exemples intéressants. Alors, je suis complètement d'accord avec Priscilla. Le fond du sujet, c'est qu'il faut pas dénaturer son ADN, en fait, parce que sinon, ça sonne immédiatement fake et ça se voit et ça surréagit en sens inverse. Donc, du coup, les réseaux sociaux s'enflamment, etc. Donc, bon, là, c'est l'apocalypse. Donc, il faut vraiment partir de son ADN et quitte à y aller un peu plus prudemment. Alors, même si on sait qu'on n'a jamais trop le temps, mais en tout cas, partir de ces éléments clés d'ADN et les décliner en digital. Et non pas se dire, OK, je prends les best practices de telle et telle marque et je les applique chez moi, parce que sinon, vraiment, il y a un risque assez élevé. Mais assez naturellement, les usages sont maintenant tellement développés que du coup, moi, j'arrive même pas à trouver de marque qui n'aurait pas la matière pour du coup s'exprimer et se déployer sur une communauté digitale. Mais en revanche, il faut bien partir de ces dimensions en tant que telles. Et c'est vrai que l'exemple de Maison 1, 2, 3 que je voyais hier est intéressant parce que à partir de sujets qui sont, donc, comme je disais tout à l'heure, extrêmement sensibles, c'est-à-dire le sourcing des produits de plus en plus, et l'origine, le savoir-faire, etc. En fait, a réussi à créer un contenu qui, à la fois, est informatif, puisqu'on voit qu'il y a vraiment une volonté des consommatrices, en particulier d'avoir beaucoup plus de transparence sur les origines des produits, et en même temps, on a quand même beaucoup de marques de textiles, et en particulier si elles ne se sont pas construites nativement sur cette promesse-là, qui sont pas particulièrement exemplaires sur le Made in France, sur le sourcing, etc. Alors, c'est pas forcément le cas de Maison 1, 2, 3, mais du coup, la communication était basée sur, on vous donne la visibilité de l'ensemble de nos pays de production, et en faisant chaque fois un focus sur l'artisan ou la façon de faire et l'atelier qui a pu produire dans chacun des pays nos différentes typologies de produits dans la collection. Donc les robes habillées sont produites en Chine parce qu'il y a un savoir-faire particulier. Notre chaîne Etram est produite à tel endroit parce qu'il y a un savoir-faire particulier. Et du coup, j'ai trouvé que dans cette newsletter, la tactique était extrêmement intéressante parce que ça liait la transparence, pour le coup,
et en même temps une capacité à aller mettre en lumière les raisons pour lesquelles on continuait quand même à produire dans des pays qui, si on les prend en vision macro, sont à ne plus jamais utiliser. Donc voilà, l'avancée et du coup l'agilité sur le contenu des messages est vraiment un sujet à travailler. Phrase de Thibaut Courtois, il dit « Les jeunes marques devraient en sortir gagnantes ». Alors, il a raison dans le sens où une jeune marque peut avoir une agilité qui est très forte, mais justement, l'agilité n'est absolument pour moi pas liée à la jeunesse. On peut être jeune à tout âge. On pourrait prendre par exemple le philosophe, je ne dis pas pour moi, hein, je vous rassure. Je vois Priscilla qui se marre. Merci Priscilla. Je pense surtout en fait à des personnes comme Michel Serres qui ont montré qu'à tout âge, clairement, une agilité intellectuelle crée cette forme de jeunesse et cette capacité à percevoir le monde et à savoir s'y adapter. Oui, enfin même des grosses enseignes, je prends le cas de Decathlon par exemple, qui est quand même l'enseigne mainstream par excellence, a une agilité qui est juste incroyable et qui l'a encore prouvé là pendant cette crise sanitaire. Et je pense que les marques qui vont justement réussir, ce seront des marques qui auront développé c'est-à-dire qu'ils savent comprendre l'air du temps, parce qu'ils sentent leurs clients. C'est les marques intuitives qui ont des éclairs et qui y vont, et parce qu'ils ont un trait, ils créent quelque chose de nouveau. Et souvent, ces marques digitales qui sont créées en plus il y a plusieurs années, Cézanne en fait partie, c'est vraiment ces marques intuitives. Elles sentaient que le mouvement avait changé et elles ont tiré le trait de façon prodigieuse. Et après, ces marques analytiques, c'est-à-dire ces marques qui vont pas nécessairement lancer tout de suite le trait, qui vont comprendre ce que font les autres, qui vont analyser les changements, qui vont prendre leur data, qui vont prendre les KPI, et une fois qu'elles ont bien analysé, vont aller en fin de compte très très loin et très très vite justement sur ces nouvelles pratiques. Et donc c'est savoir travailler trois capacités totalement différentes, intuition, empathie et analytique. Et c'est là, et ces marques qui arriveront en fait à faire travailler ceci et être différents, qui arriveront justement à passer la crise et voire même en fait à sortir beaucoup plus fortes. Super. Merci beaucoup. Merci Yann. Merci Emmanuel. Merci à vous. Est-ce que vous avez une dernière question peut-être parmi nos participants? Sinon, on va libérer nos invités. Sans oublier de rappeler le planning de demain et d'après-demain. Je le fais en attendant. Demain, on fait un aparté sur Telegram, donc sur la messagerie Telegram, si vous n'y êtes pas encore, avec Pierre-Arnaud Grenade, le CEO de Bash, donc pendant une demi-heure à 16h30. Et jeudi, une matinale à 9h45 où on va présenter 3 solutions images pour optimiser les présentations produits. Voilà. On rentre dans du très concret qui va avec la subvention que nous allons annoncer très prochainement. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux et à tout le monde d'avoir participé. C'est enregistré et pardon, on le retrouve sur notre rubrique ressources si vous voulez le partager du site prêtaporter.com. Voilà. Merci Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.